Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir un petit peu les erreurs à éviter et les conseils à suivre si vous voulez construire une maison en ossature bois. Alors aujourd'hui j'accueille Benjamin Marchetti qui est un spécialiste du domaine puisqu'il est architecte à la base de formation et il est aussi entrepreneur en construction en maison en ossature bois. Alors bonjour Benjamin. Bonjour Geoffroy. Voilà, alors avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la construction de maisons à ossature bois. Alors, pour être tout à fait sincère avec toi Geoffroy, le fait d'être arrivé dans les maisons en ossature bois, je pense au départ, n'avait pas vraiment de but bien précis. Lors de mes études, j'étais déjà quelque part très orienté sur les constructions en bois. Et aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, je pense que j'ai compris une chose, c'est que si on en est arrivé, si j'en suis arrivé à faire des conceptions et des maisons en ossature bois, c'est pour justement éviter, parce que je n'aime pas l'humidité. Et finalement, par rapport aux techniques constructives actuelles, traditionnelles, où on a des bâtiments qui sont gorgés d'humidité sur des techniques humides, maçonnerie, mortier, plâtre, le bois a ce gros avantage de ne jamais offrir à aucun stade de sa construction ni de son utilisation un taux d'humidité excessif et qui est parfois très désagréable et très difficile à... Et je pense que finalement c'est ce sentiment qui m'a poussé vers le bois dès le départ et que j'ai compris avec les années d'expérience. Oui, mais peux-tu expliquer ce que c'est qu'une maison en ossature bois? Qu'est-ce que c'est, par rapport à une maison en construction traditionnelle, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, une habitation en ossature bois, c'est une habitation à proprement parler, comme une habitation traditionnelle. L'avantage de la maison en ossature bois, c'est que on va pouvoir, et ça va permettre de faire pour moi des meilleures performances énergétiques. C'est la meilleure façon de construire aujourd'hui, la plus rentable pour atteindre les meilleures performances énergétiques. Alors, le fait est que par rapport à la maison, on parle de l'ossature. Il est clair que dans la construction en bois, il existe 5 grandes familles de construction. Il y a l'ossature, pour laquelle nous sommes spécialisés. Il y a le poteau-poutre, que nous travaillons également. Il y a le bois massif, contre-collé et contre-cloué. Il y a même un mix qui existe et qui pointe le nez sur le marché aujourd'hui grâce à un partenaire belge. Et on a aussi tout ce qui est bois empilé, technique que nous ne développons pas pour des raisons de maîtrise des dilatations, voilà, et de maigrissement des bois qui nous paraissent, que certains gèrent très bien, mais qui nous paraissent nous difficiles à gérer. Voilà. Tu viens de nous parler de pas mal d'avantages de construire en bois. Est-ce qu'il y a encore d'autres avantages de construire en bois? Peut-être au niveau de la durée? Je pense que pour moi, à mes yeux, le meilleur avantage, c'est l'habitat sain. On va éviter, comme je le disais tout d'abord, des bâtiments qui ne garderont jamais... Le bois a des facultés hygroscopiques importantes, ce qui fait que le bâtiment n'aura jamais de pic d'humidité. Et cette humidité parfois froide et désagréable qu'on peut connaître dans les vieilles fermes, dans les bâtiments qui ont été construits à même le sol ou mal isolés. Il est clair que pour moi, le gros avantage du bois, c'est cette rapidité d'exécution. On réalise une habitation moyenne en gros œuvre et toiture, couverture placée en 10 jours seulement. On peut le voir sur notre site internet, il y a suffisamment de vidéos qui le permettent et qui le démontrent, mais en 10 jours seulement, c'est un énorme avantage. On travaille sur des techniques sèches et le gros avantage aussi, et ça on s'en rend compte au fil du temps et par les années d'expérience, c'est que la maison en bois s'étudie et se conçoit dès le départ au sein d'un bureau, avec un architecte, en conception technique chez nous. Et voilà. Et ce qui veut dire que quand le chantier va démarrer, toutes les techniques sont implantées, on sait exactement où on va, on sait exactement qui vont être les partenaires. Nous ne faisons que du gros œuvre couvert fermé. Et on sait à ce moment-là qui sont les partenaires qui vont nous suivre dans le second œuvre. Et ça, c'est important. Savoir où vont passer les gaines techniques, comment va être gérée l'installation électrique, le système de chauffage, etc. La performance énergétique, tout ça va vraiment s'étudier. Ce qui veut dire que quand le chantier démarre, le client n'a jamais de surprise. Le client est toujours ravi de voir son bâtiment se monter très vite. Et voilà, l'important, c'est l'excellente coordination qu'il doit y avoir entre les 3 parties. L'architecte qui va s'occuper du contrôle du chantier et le client et nous-mêmes et l'entreprise. Donc en gros, finalement,
par rapport à une construction traditionnelle, on étudie plus le dossier avant, et quand le dossier est bien étudié et terminé, ça va beaucoup plus vite à la réalisation. Tout à fait. Tandis que dans une construction traditionnelle, on a plutôt tendance à construire le gros œuf et puis à se poser les questions, où est-ce qu'on va mettre les prises, où est-ce qu'on va mettre la cuisine, où est-ce qu'on va mettre le chauffage. Et donc finalement… Et c'est dans ces moments-là qu'interviennent les plus grandes surprises. Oui. Parce que finalement, voilà, on a voulu démarrer un chantier très vite. Le client aujourd'hui, c'est normal, est souvent pressé par le délai, parce que le temps c'est aussi de l'argent, ce sont des doubles loyers. Mais il faut savoir, je pense, savoir reculer pour faire le bon et prendre le temps de se préparer à sauter. Mais une fois que le chantier est démarré, voilà, il ne doit plus y avoir de surprises. Les budgets doivent être clairement établis, le délai doit être clairement établi et les choses doivent rouler très très vite. Et ça, c'est le gros avantage de la construction. Ouais, donc finalement, en construction en ossature bois, il n'y a jamais de surprise du budget à partir du moment où on commence les travaux. Finalement, c'est ça. Voilà, l'important… Puisque tout est vraiment cadré. Tout à fait. On cadre tout sur des plans, et sur un cahier de charge. Et quand c'est lancé, voilà, on y va et c'est vite fini. Et il n'y a pas de surprise de budget. Alors que parfois, dans une construction traditionnelle, il y a parfois des surprises au niveau du budget. Voilà, il peut y avoir des surprises à partir du moment où les choses n'ont pas été clairement définies. Ouais. Et c'est normal. Finalement, quand vous dites à un entrepreneur, voilà, plutôt que de passer ici, là où c'était plus ou moins prévu ou logiquement prévu, mais pour X raisons, on va passer ailleurs, c'est sûr qu'on allonge le câblage, les lignes électriques, les canalisations, ventilation, et les délais, et le temps de travail. Et donc finalement, tous ces surcoûts créent parfois des ambiances un peu malsaines ou difficiles sur le chantier. Et c'est ce que, voilà. Alors, bien souvent, les gens s'imaginent qu'un entrepreneur a parfois vite fait de dire, écoutez, il y a des suppléments. On déteste le supplément. Et s'il y a bien une chose que je déteste faire, c'est de devoir aller vers quelqu'un et lui dire, écoute, finalement, le prix, c'est pas très professionnel. Donc, on aime à ce que les choses soient claires dès le départ, étudiées dès le départ, précises dès le départ, aussi bien sur le délai, sur le budget, que sur le projet lui-même. Voilà. Alors, on a parlé de tous les avantages. Quels sont les inconvénients d'une maison en ossature bois? Ou y en a-t-il un ou deux? Les inconvénients, je pense que personnellement, je n'en vois pas. Au niveau inconvénient, c'est pas parce que nous sommes spécialisés dans une technique que forcément il n'y a pas d'inconvénients. Je dirais quels sont les inconvénients du traditionnel aujourd'hui? Pour moi, il n'y en a pas. Au niveau de l'inertie thermique peut-être, je ne sais pas. Disons, oui, voilà. Alors, je pense qu'une habitation en ossature bois va évidemment offrir 5 fois moins de masse. Donc au niveau inertie thermique, c'est vrai que c'est un gros problème. Mais je pense que dans la conception du bâtiment lui-même, il est important de tenir compte des facteurs extérieurs, de surchauffe, de pare-soleil, d'implantation, pour pouvoir justement pallier à ces problèmes. S'il existe un inconvénient, je pense que c'est quelque chose qui a été mal géré, mal conçu dès le départ, ou qu'on a engagé l'entrepreneur dans une voie dans laquelle il ne voulait pas aller, où il a mis les gens en garde, parce qu'il arrive bien souvent parfois, quand nous travaillons pour des architectes qui n'ont pas forcément toujours la compétence du bois, on devient des exécutants. Et on exécute, tout simplement, un cahier de charge à la lettre. Mais bien souvent, les architectes les plus éclairés font appel à nous en conseil et à ce moment-là, on élabore avec eux le projet dans la partie technique et on revoit les choses pour que les choses fonctionnent. Il est clair que l'inertie est un problème, mais il existe des solutions pour pallier à ce problème. Et justement, quelles sont ces solutions que tu comprends? En tout cas, pour limiter cet inconvénient ou le supprimer. La meilleure les solutions, c'est de donner forcément un peu plus d'inertie. Donc, on va travailler avec des isolants plus lourds. On va essayer de travailler avec des maçonneries en interne au bâtiment. Des maçonneries qui vont à un moment permettre de faire un corps, une masse. Donc une régulation finalement de la température qui va monter dans l'habitation. Une fois quand cette masse à l'intérieur du bâtiment sera réchauffée, elle va pouvoir rayonner pendant un certain temps et permettre à ce moment-là d'offrir un certain confort l'hiver au niveau de la chauffe. L'habitat en bois est un habitat qui se réchauffe très très vite par ce manque d'inertie. Donc une habitation en bois qui n'a pas été occupée pendant 15 jours, on revient de vacances, on met le chauffage, une fois la chaudière réenclenchée, la température remonte très très vite. Donc ce manque d'inertie a des avantages. L'inconvénient, c'est surtout l'été. C'est quand l'air va être chaud en extérieur et éviter cette surchauffe au sein du bâtiment. Et là, les meilleures solutions sont donner un peu d'inertie, de la masse à l'intérieur du bâtiment et à la fois
essayer de protéger le bâtiment avec des pare-soleil. Si on souhaite avoir de grandes baies vitrées, eh bien voilà, il existe des solutions pare-soleil, il existe des solutions d'orientation, d'ombrage naturel avec des arbres, avec voilà. Donc tout ça est une réflexion autour du projet. Ouais. Mais justement, donc, on parle d'inertie, tu parles de rendre de la masse pour gagner d'inertie thermique au bâtiment. Les isolants jouent sûrement un rôle important, les isolants qu'on va mettre dans les parois. Sûr. Donc toi, quels sont les isolants que tu préconises pour justement les avoir isolants, une meilleure inertie thermique? Les isolants que nous préconisons, en fait, sont des isolants en fibre de bois. On reste vraiment dans la logique du recyclage, ossature bois, isolant bois, recyclage, filière bois, usage du bois jusque vraiment dans les derniers copeaux, derniers filaments, dernières fibres pour faire de l'isolant. Et outre ce souci et cette volonté écologique, oui, finalement, mais on a le gros avantage d'avoir des isolants qui ont de fortes densités. On est sur un isolant en fibre de bois à 50 kg du mètre cube, ce qui est énorme par rapport à une laine minérale qui va tourner aux alentours d'une vingtaine de kilos, 18 à 20 kg, qui est relativement léger. Et point positif d'avoir un isolant avec une forte masse, c'est aussi qu'on améliore énormément l'acoustique du bâtiment. Et là, à ce moment-là, tout ce qui est zone aéroportuaire, les isolants en fibre de bois sont des isolants qui fonctionnent très très bien, qui ont un excellent lambda, et ça on peut le voir au travers de nos brochures ou sur notre site internet, un excellent lambda, un très bon roux, 50 kg du mètre cube, et aussi un très bon mu, parce que le mu est aussi un facteur qui est souvent oublié. C'est la diffusion de vapeur d'eau. Oui, voilà, l'ouverture à la diffusion de vapeur d'eau. C'est-à-dire que pourquoi on n'utilise pas certains isolants, on pourrait se poser la question, mais pourquoi pas travailler avec un polyuréthane où le lambda est très très bon. Mais les mousses polyuréthane et les mousses synthétiques sont des mousses qui finalement ont des mus très élevés, donc qui sont très fermés à la diffusion de vapeur d'eau, un peu comme un imperméable, et qui donc à un moment vont poser des problèmes à l'ossature. Une ossature en bois, c'est une couverture en laine, c'est quelque chose qui doit respirer, c'est quelque chose au travers duquel la vapeur d'eau doit migrer facilement. Raison pour laquelle, au niveau de nos compositions de murs, on travaille avec un pare-vapeur intérieur qu'on travaille sous la forme d'un OSB, un panneau rigide, qui nous sert en même temps de contreventement, et un panneau AG-PAN extérieur qui, agrafé tous les 25, suivant les normes du fabricant, peut également servir de contreventement. Et donc, l'AG-PAN extérieur est 5 fois plus ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, ce qui est très bon. Voilà. Les nouvelles normes sortent bientôt ici en Belgique, mais ça fait maintenant plusieurs années qu'on se fie aux normes autrichiennes, allemandes. Voilà, on suit un petit peu ce que font nos voisins, et c'est là tout l'intérêt. Donc en fait, l'important c'est de pouvoir laisser respirer la maison et de pouvoir évacuer cette humidité qu'on a dans la maison naturellement à travers les parois, quoi. Et ne pas bloquer cette humidité aux endroits de parois qui pourraient, on va dire, poser souci dans une construction en bois. Donc on a parlé des isolants à utiliser, qui sont donc la laine de bois, donc en fait des isolants qui sont assez denses pour avoir de l'inertie thermique et tous les autres avantages que tu viens d'expliquer. Maintenant, au niveau du prix, parce que le prix c'est toujours ce qui va peut-être freiner la construction de maisons en ossature bois ou même une construction traditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire des prix par rapport à une construction traditionnelle? C'est plus cher? C'est moins cher? Je pense est-ce qu'il faut le voir en termes de prix ou est-ce qu'il faut le voir en termes de retour? La discussion, tout à fait, j'entends. Et pour être tout à fait direct, le problème du prix est souvent un problème d'étude au départ. C'est l'ossature en bois, et je me répète, et c'est ce que je répète à tous les clients, à performance énergétique égale, une habitation en bois ne coûte pas plus cher qu'une habitation traditionnelle, mais à performance énergétique égale. C'est-à-dire que, je pense que la performance énergétique forcément est quelque chose qui sera mesuré, calculé par un architecte, un énergéticien, qui en termes, explique tout au commun des clients ou des prospects, mais qui forcément parle plus aux techniciens de l'énergie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais à performance énergétique égale, un bâtiment en ossature bois ne coûte pas plus cher qu'une habitation traditionnelle. La seule chose, c'est que le dossier doit être étudié dans sa partie gros œuvre et second œuvre dès le départ, afin d'optimiser au maximum les coûts. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'ossature en bois existe. Nous, ça fait maintenant depuis
je suis sorti de 5e architecture en 1999 et j'étais déjà assez orienté bois, en tout cas c'est ce que me disaient tous mes amis de l'époque. Mais l'ossature en bois existait déjà à l'époque. Aujourd'hui, l'entreprise existe sous sa forme SPRL Séraphin Marchetti depuis 2005-2006 et notre core business, c'est la maison en ossature bois. Donc nous en vivons, l'entreprise en vit, elle s'est développée, nous étions 3 au départ, on est une petite dizaine aujourd'hui, ce qui veut dire que l'entreprise a continué de prospérer. Donc, l'ossature en bois est sur le marché depuis longtemps. Maintenant, pour la plupart, et tout dépend un peu des régions dans lesquelles on va construire ou quels vont être les interlocuteurs, il y a parfois des gens qui sont encore rebutés, des techniciens, électriciens, sanitaristes, fumistes, qui sont tout à fait parfois inquiets et angoissés à l'idée d'intervenir dans une maison en ossature bois. Chose qui est complètement qui n'est pas juste, qui n'est pas justifiée. Pourquoi? Parce que finalement, intervenir dans une maison en ossature bois, c'est beaucoup plus facile. Quand les techniques sont définies, que le budget est défini, il n'y a pas de surprise et le coût, il n'y a pas d'envolée du coût. Ce qui arrive bien souvent, c'est que des personnes qui n'ont pas l'habitude vont forcément se protéger au niveau de leur remise de prix et vont faire monter les prix. Et voilà. Donc en fait, si on peut résumer, si on veut construire une maison en ossature bois, il faut faire appel à un architecte qui est spécialisé dans le domaine. Oui. Voilà. Il faut faire appel à des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine et qui ont l'habitude d'intervenir sur des maisons en ossature bois pour avoir, entre guillemets, la meilleure maison possible au meilleur prix possible. Voilà. Tout à fait. Donc si j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Maintenant, l'important c'est que tous les intervenants et tous les professionnels qui vont intervenir aient une connaissance de la maison en ossature bois. Pour terminer, donc, on a parlé un peu du prix, donc évidemment définir un prix comme ça c'est impossible. C'est suivant les projets. Alors c'est la raison pour laquelle au niveau des estimations, on a développé ici depuis le début de cette année un système de devis en ligne où chaque prospect va pouvoir se faire une idée de son budget, où il y a sur notre site internet, vous cliquez sur la rubrique nouveau devis et on mettra le lien juste en dessous de la vidéo, comme ça les gens pourront directement aller voir sur la page. Donc, sur cette page, il est tout à fait possible de créer son devis et de choisir ses options soi-même et d'en ressortir un document au format PDF ou à imprimer à la maison qui va donner une estimation juste avec des prix unitaires qui sont les prix 2015, voilà, qui seront peut-être réajustés au début 2016, mais qui va donner une idée du budget. Ouais. Alors, une habitation comme celle-là, telle que vous la voyez là, en maison 4 façades, implantée, gros œuvre couvert fermé, on est à peu près à 117 000 € hors TVA, à partir de 117 000 € hors TVA, suivant option, puisque les châssis, voilà, suivant le choix du châssis, il y aura évidemment des options qui vont faire monter le budget, mais à partir de 117 000 € hors TVA, on peut déjà s'offrir une habitation 120 mètres carrés réellement habitable, 3 chambres, avec un programme tout à fait complet, petite buanderie, petit cellier, voilà. Ça va. Alors, on arrive donc à la fin. J'aurais souhaité te poser une dernière question. Quel est le conseil que tu donnerais à celui ou à celle qui veut se lancer dans la construction d'une maison en ossature bois? Voilà, le conseil que je donnerais, c'est venez nous voir. Mais évidemment, voilà, nous sommes une entreprise familiale aussi. On a aussi des plannings où on est conscient que voilà, tout le monde ne peut pas attendre non plus trop longtemps. Mais je dirais surtout le premier conseil, c'est d'aller à la rencontre d'entreprises qui ont vraiment une expérience bois et qui auront un discours de la construction du départ à la fin. Et même si votre constructeur bois ne s'occupe que de l'ossature bois, pour moi, il doit avoir un discours technique spécial. Il doit vous poser la question de savoir qui va s'en occuper, de rencontrer les gens pour que le bâtiment lui-même soit le plus performant et le chantier le plus optimisé possible pour que finalement, ça vous coûte le moins cher possible. Ouais. Donc en fait, il faut que à la discussion, il faut déjà connaître tous les acteurs qui vont finalement travailler dans la maison en ossature bois. Et ne pas se dire, on va prendre quelqu'un après, on va voir ça. Il faut qu'en fait que le projet soit géré avant la construction
et pas pendant la construction. Voilà. Quoi. Et ça, il faut bien veiller à ce que le professionnel que vous allez engager ait vraiment ce discours et soit vraiment conscient des problèmes et des impacts que tout ça va avoir après. Parce qu'une fois le chantier terminé, lui il sera parti. Le client se retrouve bien souvent avec ses problèmes et on a vu des catastrophes sur des chantiers où dans des lamelés collés de 60, on carotte des passages d'évacuation d'OSC ou de ventilation de 125. Mais ça, c'est un manque d'études. C'est un manque d'études. Ouais, ouais. Ça va. Écoute, je te remercie Benjamin. J'espère que vous avez vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui grâce à cette interview. Si vous êêtes intéressé par une maison en bois à Ossature-Bois, vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour faire un devis. Et puis si vous avez des questions, vous contactez Benjamin. Voilà, en faisant la demande de devis, vous aurez son adresse mail et automatiquement vous posez les questions, vous le contactez et il se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous remercie, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.